Je m'appelle Marissa Queen et j'ai 18 ans. On croit souvent que le silence dans une maison est synonyme de paix, mais c'est une erreur. Il existe un silence qui n'a rien de calme. Un silence peasant. Il résonne dans les murs et dans votre poitrine, jusqu'à vous donner l'impression que vous pourriez crier sans que personne ne se retourne. C'est dans ce silence que j'ai grandi. C'est ce que j'écrivais dans mon journal il y a 9 ans, à l'époque où je croyais encore pouvoir trouver ma place dans cette famille. J'ai maintenant 27 ans et je m'appelle Kelsey, mais, debout devant les lourdes portes en chêne du Pontouse Sterling, ce même silence pesant me hurlait dessus. Je n'étais pas là pour des retrouvailles. J'avais été convoqué. L'assistante de mon père avait parlé d'une réunion de restructuration familiale obligatoire. Rien que l'expression sonnait froid, métallique et menaçant. J'ai lissé le devant de ma veste, inspiré profondément, l'air y était vicié, et poussé les portes. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment d'être un étranger chez vous? Laissez un commentaire. J'ai lu chacune de vos histoires. Le Pontouse était exactement comme à mon départ, tel un musée où il était interdit de toucher à quoi que ce soit. Ma famille était assise dans le salon, telle une cour d'audience. Richard, mon père, était assis dans son fauteuil en cuir à dossier. Catherine, ma mère, était perchée au bord du canapé, le dos raide. Mes frères et sœurs, Olivia et Connor, se tenaient près de la fenêtre, les yeux rivés sur leur téléphone, arborant la même expression d'ennui et de supériorité. Ils ne se sont pas levés à mon entrée. Ils n'ont pas esquissé un sourire. Richard n'a pas perdu de temps en politesse. Il s'est raclé la gorge et m'a dit de m'asseoir. Il a déclaré que nous devions parler de la marque Sterling. Il a affirmé que mon mode de vie devenait un handicap. Il l'a qualifié de vie nomade. Il a employé l'expression « vlogueur de voyage » avec un rictus qui laissait entendre qu'il s'agissait d'une maladie. Il a déclaré que Sterling Hotel représentait la stabilité, l'héritage et l'exclusivité, et que ma présence sur les réseaux sociaux, mes déplacements constants, mon absence de domicile fixe nuisaient à leur réputation. Il fit glisser une pile de documents juridiques sur la table basse en acajou. C'était une déshéritation formelle. On me retirait l'accès au fonds familial. On me déshéritait. On rompait légalement les liens pour préserver l'intégrité de l'héritage. Puis il tendit la main. Il voulait la carte noire. La carte de crédit familial, censée être le symbole ultime de notre statut. Je le regardais. Je regardais l'homme qui m'avait élevé en me faisant croire que la valeur d'une personne se mesurait à son code postal. Et puis je le vis. Un détail infime, quelque chose que personne d'autre n'aurait remarqué. Les poignets de sa chemise sur mesure étaient légèrement effilochés. Un fil pendait près de sa montre de luxe. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Les fleurs fraîches qui ornaient habituellement les vases avaient disparu, remplacées par des imitations en soie haut de gamme. La climatisation était réglée 2 degrés plus haut que d'habitude. Soudain, je compris. Il ne s'agissait pas de ma réputation. Il s'agissait d'argent. Il y a une psychologie particulière à la chute de l'aristocratie. Quand une famille fortunée commence à perdre son pouvoir réel, c'est-à-dire son argent, elle s'accroche désespérément à son pouvoir symbolique, son statut. Ils étaient au bord de la faillite. Ils étaient en train de couler. Et au lieu de demander de l'aide, ils se débarrassaient de moi. Ils se débarrassaient du poids mort pour maintenir leur ballon qui coulait à flot encore quelques kilomètres. Ils pensaient que j'étais le maillon faible. Ils pensaient que j'étais une dépense qu'ils ne pouvaient plus se permettre. C'était une illusion fascinante. Le vide dans leur portefeuille n'avait fait qu'amplifier l'arrogance de leur ego. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je ne leur ai pas dit qu'ils avaient tort. J'ai simplement plongé la main dans mon sac, sorti la carte noire et l'ai laissée tomber sur la table. Elle a fait un clic sec, comme du plastique, contre le bois. Puis j'ai pris le stylo et j'ai signé les papiers. Le crissement de l'encre était le seul bruit dans la pièce. J'ai renoncé à mon héritage. J'ai renoncé à mon nom. J'ai rompu le dernier lien qui me unissait à des gens qui me considéraient comme une ligne budgétaire à supprimer. Je me suis levé. J'ai regardé Olivia et Connor qui souriaient d'un air suffisant, persuadés d'avoir obtenu une plus grosse part du gâteau. Ils ne se doutaient pas que ce gâteau était fait de cendres. Je suis sorti sans dire au revoir. Le silence n'était plus pesant. C'était le bruit sec et définitif d'une guillotine. J'ai pris l'ascenseur pour descendre 40 étages. J'ai dépassé le portier qui me connaissait depuis l'enfance. Je suis descendu sur le trottoir, mais je n'ai pas appelé de taxi. Une berline noire aux vitres teintées m'attendait déjà. Le chauffeur a ouvert la portière et je me suis glissé dans l'habitacle en cuir froid.
Emmenez-moi à l'aéroport, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et déverrouillé l'application sécurisée qui gérait ma vie. Ma famille pensait que j'étais une vlogueuse de voyage, car c'est ce que je leur laissais voir. Ils voyaient des photos de moi à Bali, à Tokyo, à Lisbonne. Ils voyaient des légendes de photos de mon quotidien sur mon ordinateur portable. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le code sur l'écran. Ils ne voyaient pas les contrats. Ils ne voyaient pas l'empire. Je suis le fondateur de Nomad Nest. Nous sommes un réseau hôtelier décentralisé. Nous avons révolutionné le concept même de l'hôtellerie. Pendant que les Sterling polissaient les cuivres du Titanic, je construisais les canaux de sauvetage. Nous avons utilisé la PropTech pour transformer des propriétés de luxe en espaces de travail flexibles et haut de gamme, adaptés à la nouvelle économie mondiale. Nous ne possédions pas les bâtiments. Nous possédions l'accès. Nous possédions le réseau. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée sur le tarmac. Mon jet m'attendait. Ce n'était pas un vol charter. Il était à moi. Je suis monté à bord et l'hôtesse de l'air m'a tendu un verre d'eau et une tablette. Nous étions en pleine finalisation de notre levée de fonds de série C. J'ai parcouru les chiffres finaux. 400 millions de dollars de nouveaux capitaux. La valorisation post-levée de fonds de mon entreprise atteignait désormais 1,2 milliard de dollars. Je me suis adossé à mon siège tandis que les moteurs vrombissaient. J'ai contemplé la ville qui se rétrécissait sous mes yeux. Quelque part dans ce réseau de lumière, mon père sirotait probablement un whisky qu'il ne pouvait pas se permettre, se félicitant d'avoir fait des économies. Pendant les 12 mois suivants, je les ai observés de loin. C'était comme assister à un accident de voiture au ralenti. Je voyais les gros titres dans la presse financière. Sterling Hotel rate ses objectifs trimestriels. Sterling Hotels Church a restructured sa dette. Je voyais les fissures dans la façade. Mon frère, Connor, a accidenté une Ferrari de location et a tenté d'étouffer l'affaire, mais le concessionnaire l'a poursuivi en justice pour le remboursement des mensualités. Ma sœur, Olivia, vice-présidente en charge de l'image de marque, a commencé à licencier le personnel d'entretien pour réduire les coûts salariaux, déclenchant un véritable désastre en termes de relations publiques. Le fossé entre leur image et la réalité se creusait de jour en jour. Ils continuaient à se comporter comme des rois, organisant des galas et assistant à des ventes aux enchères caritatives, arborant des bijoux empruntés et souriant aux photographes, mais je connaissais la vérité. Je la connaissais parce que j'avais accès aux données. Je savais que leur taux d'occupation chutait. Je savais que leurs créanciers s'inquiétaient. Je savais qu'ils utilisaient un bien immobilier comme garantie pour payer les intérêts d'un autre. C'était un jeu de dupes et ils étaient à court de coquilles vides. Puis l'appel est arrivé. C'était un mardi soir, exactement 14 mois après avoir quitté le Penthouse. Mon téléphone vibra sur mon bureau. C'était ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis le tribunal. Je laissai sonner 3 fois avant de répondre. « Allô, Catherine, dis-je. » Elle ne répondit pas. Elle ne me demanda pas comment j'allais. Elle ne s'excusa pas. Sa voix était tendue, sèche et autoritaire. « Ton père est malade, dit-elle. Le stress affecte son cœur. Nous devons parler de la succession. Viens dîner samedi, à l'hôtel principal, à 19 heures. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Même maintenant, alors que leur mur s'écroulait autour d'eux, ils pensaient encore pouvoir me commander. Ils me considéraient encore comme l'enfant rebelle qu'il fallait surveiller. J'y serai, dis-je. Je raccrochai. Je ne réservais pas de vol commercial. Je demandai à mon pilote de préparer l'avion. Je demandai à mon assistante de libérer mon agenda. Et puis j'appelai mon équipe juridique. Apportez-moi le dossier sur la dette sterling, ai-je dit. Le dossier complet. Je suis arrivé en ville samedi après-midi. Je ne suis pas allé au Penthouse. Je suis allé directement à l'hôtel Sterling, le fleuron de la chaîne. En traversant le hall, une odeur m'a saisi. C'était une odeur de poussière et de désespoir. Les moquettes étaient usées dans les zones de passage. Les fleurs fraîches avaient disparu, elles aussi. Le personnel semblait fatigué et clairsemé. 3 ampoules du grand lustre étaient grillées. C'était discret, mais pour un œil averti, c'était criard. C'était un animal à l'agonie. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à la salle à manger du propriétaire. La famille était déjà là. Richard avait le teint gris et était amaigri. Son costume flottait sur sa silhouette. Catherine portait des diamants dont je savais qu'ils étaient assurés pour une valeur supérieure à l'argent qu'ils avaient à la banque. Olivia et Connor buvaient du vin, l'air agité. Seeds toy, Kelsey, a dit Richard. Je me suis assise. Je n'ai pas touché à la serviette.
Je n'ai pas pris mon verre d'eau. J'ai simplement attendu. Nous sommes dans une situation délicate, dit Richard en fixant son assiette. Le marché est impitoyable envers l'hôtellerie traditionnelle. Nous avons un problème de liquidité. Il marqua une pause, attendant que je pousse un soupir ou que je le plaigne. Je ne fis ni l'un ni l'autre. Jamie Contentida, L'Observer. Nous avons trouvé une solution, intervint Catherine d'une voix stridente. Un prêt relais. Un partenariat. Elle désigna le siège vide à côté de moi. Monsieur Henderson est un investisseur très fortuné, dit-elle. Il a accepté d'injecter des capitaux dans la collection Sterling. Il s'intéresse beaucoup à la lignée familiale. Il s'intéresse beaucoup à vous, Kelsey. Je clignai des yeux. Lapis semblabasculaire. Vous voulez que je l'épouse? Demandai-je. Ce n'était pas une question. C'est une alliance stratégique, déclara Richard en frappant du poing sur la table. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Vous avez parcouru le monde en jouant les touristes. Il est temps que vous fassiez quelque chose d'utile. Il est prêt à couvrir nos obligations à court terme en échange d'une présentation et d'une union. Il est un peu vieux jeu. Il voulait une femme de bonne famille. Il ne me demandait pas d'aide. Il me vendait. Il me troquait comme un pion pour obtenir un prêt. Il me voyait encore comme une ressource à exploiter, un actif à liquider pour sauver leur peau. J'ai regardé Connor. Il fixait le plafond. J'ai regardé Olivia. Elle examinait sa manucure. Ils savaient. Ils avaient tous donné leur accord. C'est tout? Ai-je demandé. C'est tout? A répondu Richard. Tu seras charmante. Tu accepteras sa demande en mariage. Tu sauveras cet héritage. J'ai éclaté de rire. Un rire froid et sec qui a résonné contre les murs. J'ai ri parce que c'était absurde. J'ai ri parce qu'ils étaient si mesquins. J'ai ri parce qu'ils n'avaient aucune idée de qui était assis à leur table. J'ai fouillé dans mon sac. Je n'ai pas sorti de poudrier ni de mouchoir. J'ai sorti ma tablette. L'écran brillait d'un bleu intense dans la pénombre. Le changement de rôle avait eu lieu. Je n'étais plus la fille. J'étais le requin. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran pour afficher le tableur. Regardons les chiffres, dis-je d'une voix plus grave. Sterling Collection. Passive total de 120 millions de dollars. Principaux actifs toxiques, l'emplacement en centre-ville, le complexe hôtelier en bord de mer et cet immeuble. Le ratio de couverture du service de la dette est inférieur à 0,6. Vous êtes en défaut de paiement sur 3 clauses importantes. Unsilenced de Mort Essenstalla. Le visage de Richard devint livide. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Connor. Range ça. Je l'ignorais. Les titres de créance ont été regroupés et vendus il y a 6 mois, poursuivis-je. 120 millions de dollars de créances douteuses exigibles en totalité sous 30 jours. Le principal créancier est une société appelée Apex Capital. Catherine eut un hoquet de surprise. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans le secteur le connaissait. Apex Capital, c'était la société vautour, le liquidateur, le bourreau. Apex est partenaire, balbutia Richard. Nous sommes en négociation avec eux. Non, répondis-je. Apex n'est pas un partenaire. Apex est une société de liquidation. Ils ne veulent pas d'association. Ils veulent les clés. Connor S. leva le visage rouge. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es qu'un vlogueur inutile. Tu n'y connais rien en haute finance. Je ne lui répondis pas sur le ton de la plaisanterie. Je fouillai de nouveau dans mon sac. J'en sortis un document. Épais, relié en papier bleu. Je le fis glisser sur le bois poli de la table. Il s'arrêta juste devant Richard. C'était l'acte de propriété du Penthouse où nous étions assis. Apex Capital a exercé la clause de saisie sur le prêt du Penthouse ce matin, dis-je. Tu n'as pas reçu la notification car j'ai demandé aux avocats de la conserver jusqu'à ce que je te la remette en main propre. Richard fixa le document. Ses mains tremblaient tellement que les couverts s'entrechoquaient contre la vaisselle. « Comment as-tu eu ça » murmura-t-il. Je me penchai en avant. Parce que j'ai racheté la créance, Richard. J'ai racheté la dette de cet immeuble. J'ai racheté la dette des hôtels. J'ai tout racheté pour une bouchée de pain grâce à une société écran. Je fis une pause, laissant la réalité s'imposer à moi. Je suis Apex Capital. Le silence qui suivit fut absolu. Lourd et suffocant. C'était le bruit d'un monde qui s'effondre. Ils me fixaient, mais ils ne voyaient pas la fille qu'ils avaient rejetée. Ils voyaient le monstre qu'ils avaient créé. Ils voyaient le chéquier qui contrôlait leur vie. « Toi » murmura Olivia. « Moi » dis-je. Richard semblait au bord de l'AVC. « On l'a fait pour la famille » cracha-t-il.
On t'a renié pour protéger l'héritage. On a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Je me levai. Je m'approchai de la fenêtre et contemplai la ville. Je repensai 1000 fois à la lettre que j'avais écrite mentalement. La lettre à la jeune fille que j'étais. Vous m'avez poussé à bout, dis-je sans me retourner. Vous m'avez exclu. Vous pensiez qu'en m'écartant, vous me rendiez faible. Mais vous n'avez pas compris quelque chose d'essentiel concernant la marche. C'est de la marche qu'on a la meilleure vue. Je me suis retourné vers eux. Pendant que vous vous disputiez à l'intérieur pour des nappes et que vous astiquiez les cuivres d'un navire qui coule, j'étais dehors à construire un nouveau monde. J'ai construit la maison. Être une étrangère n'était pas une punition. C'était un avantage stratégique. Cela signifiait que je n'avais pas à jouer selon vos règles obsolètes. Cela signifiait que je pouvais voir l'avenir pendant que vous étiez obsédés par le passé. Richard s'est affalé sur sa chaise. « S'il vous plaît, a-t-il dit. « S'il vous plaît, Kelsey. Ne nous détruisez pas. » Je les ai regardés. Ils étaient petits. Ils étaient brisés. Les détruire serait facile. Ce serait insignifiant. Et ce serait ennuyeux. Je ne veux pas vous détruire, ai-je dit. Je suis retourné à la table et j'ai tapoté la tablette. Jack Hears, Lost Sterling Collection. Je l'intègre à Nomad Nest. Nous allons repenser l'image de chaque établissement. Fini le velours poussiéreux et les vieilles règles. Nous les transformons en espaces de vie flexibles et connectés. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Connor d'une voix faible. C'est notre patrimoine. C'est mon actif, le corrigé-jeu. Et je peux en faire ce que je veux. Je fis glisser un contrat sur la table. Je vous propose des postes, dis-je. Des postes, demanda Catherine, une lueur d'espoir dans les yeux. Des postes de direction. Non, répondis-je. J.E. regardai Olivia. Tu te soucies de l'image. Tu te soucies de l'apparence. Tu seras directrice de l'expérience client. Tu géreras les protocoles de la réception. Tu traiteras les réclamations. Tu seras au service des clients. J.E. regardai Connor. Tu te soucies de l'argent. Tu travailleras aux achats. Tu établiras le budget pour le savon et le linge. Tu apprendras la valeur de l'argent. J.E. regardai Richard. Vous êtes à la retraite, avec effet immédiat. Vous allez céder vos droits de vote et quitter ce Penthouse d'ici la fin de la semaine. Vous plaisantez, s'exclama Richard. Voilà les conditions, dis-je. Vous signez et vous conservez votre salaire, votre assurance maladie et un semblant de dignité. Vous refusez et je saisis tous vos biens demain matin. Vous serez ruiné à midi. Le stylo était posé au milieu de la table. C'était l'objet le plus lourd de la pièce. Richard regarda Catherine. Il regarda ses enfants. Il regarda les murs du Penthouse qui avaient fait de lui une identité. Puis, d'une main tremblante, il prit le stylo. Il signa. Puis il le passa à Catherine, puis à Olivia, puis à Connor. Ils signèrent leur édition. Je pris le contrat. Je ne souris pas. Je ne jubilai pas. Je le mis simplement dans mon sac. Je sortis de la pièce. Je sortis de l'hôtel. Je mis le pied dans la fraîcheur de la nuit. Je n'ai pas jeté un dernier regard à l'empire en ruine que je venais d'acquérir. J'ai regardé mon téléphone. Mon équipe publiait déjà le communiqué de presse. Le changement d'image était effectif. Je n'avais pas tout détruit. Je l'avais rénové. Il y a une forme de justice particulière à semer des graines dans la terre qui a tenté de vous ensevelir. La meilleure vengeance n'est pas de laisser son ennemi sans ressources. C'est de le faire œuvrer pour votre vision. C'est s'approprier l'héritage qu'on a essayé de vous refuser et le remodeler à votre image. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de mon immeuble. Bienvenue chez vous. J'ai déverrouillé ma porte avec une carte magnétique. Je suis entré. Le silence régnait. Mais cette fois, ce n'était pas un silence pesant. C'était un silence paisible. Le silence d'une structure solide, de fondations robustes, d'une vie qui m'appartenait entièrement. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce qu'on vous refusait une place, partagez cette histoire. Vous êtes désormais l'architecte.